Je voudrais parler ce soir, ce jeudi 30 octobre 2014, de la question de la fonction du deviner, qui est liée forcément à la notion de divination, comme vous l'imaginez, sinon de divinité. Il y a là un dilemme assez intéressant, parce que que fait-on quand on devine? On essaye de savoir ce qu'il en est. On est d'accord là-dessus. On n'essaye pas de faire quelque chose de nouveau. Deviner, ça n'est pas innover. Deviner, c'est restituer quelque chose qu'on ne connaît qu'imparfaitement à son état de perfection, en quelque sorte. Et que se passe-t-il si je m'aperçois que j'ai mal deviné? Que ce que j'ai cru pouvoir déduire de ce que je savais pour connaître ce que je ne savais pas, je n'ai pas fait comme il fallait. Et qu'il y a un décalage entre ce que j'ai deviné et la réalité de ce que je voulais deviner. Qu'allez-vous répondre à cette question? Est-ce que je dois abandonner mes fausses conclusions? Puisque visiblement, je ne cherchais pas à innover. Alors là, on est peut-être dans une sorte de sérendipité, mais bon, on peut lui dire, oui, bon, ben, j'ai mal deviné, je me suis trompé, c'est pas grave, je continue. Peut-être. Mais d'un point de vue éthique, est-ce qu'il ne serait pas préférable de dire, je me suis trompé, je corrige, puisque je voulais aller à tel endroit, et je m'arrive à tel autre endroit. Je me suis trompé. C'est pas là que je voulais aller. Donc je corrige. Et vous connaissez beaucoup de gens qui sont disposés à corriger les erreurs dues au fait qu'ils ont mal deviné. Ce que les Anglais appellent the wrong guess. The wrong guess. Les Anglais, par exemple, qui ont emprunté au français, dans bien des cas, je l'ai dit à plusieurs reprises, ils ont mal deviné. Parce qu'ils ne cherchaient pas véritablement à changer le français. Ils ne cherchaient pas véritablement à transformer le français. Ils cherchaient simplement à deviner, à partir de ce qu'ils savaient du français, ce qu'ils ne savaient pas. Parfois, ils y sont parvenus. Souvent, ils n'y sont pas parvenus. Que fait-on dans ces cas-là? Je vais vous donner un exemple récent, si je me souviens. Bon, j'ai déjà signalé cette introduction du T en anglais, comme dans, par exemple, product. Product. C'est-à-dire le produit. Les Anglais disent product. Mais en fin de compte, ça vient de production. Et ils ont cru qu'ils pouvaient reconstituer le verbe à partir de production, à partir du substantif, ils pouvaient revenir au verbe. Donc product, production, production, product. Ils ont deviné, ils ont cru bon de deviner, ils ont deviné. Quand je dis ils ont deviné, c'est assez paradoxal. Ils ont fait un acte de deviner, mais ils ont mal deviné. Et quand je dis j'ai deviné, on comprend qu'on a bien deviné. Mais on peut aussi deviner et mal deviner. Comment ça s'appelle quelqu'un qui essaie de deviner? Ben, il devine. Mais en même temps, il devine mal. Donc là, il y a une ambiguïté. Prenons un exemple que je n'avais pas cité depuis longtemps, la formation des adverbes en anglais. Comment est-on arrivé
à ce que la plupart des adverbes en anglais se terminent en ly, qui n'a aucun parallèle avec l'allemand. D'où vient ce L? Tout à l'heure, on parlait de ce T qui arrive constamment en anglais, comme par exemple elaborate. Pourquoi on met des T comme ça? Parce qu'il y a élaboration. Il y a le problème du T, mais il y a aussi le problème du L. Alors moi, je propose une explication du LY en anglais. On part d'un adjectif comme agreeable. Agreeable. Et on lui donne une forme en Y pour en faire un suffixe, un adverbe. Agreeably. Agreeably. Là, qu'est-ce qu'on a ajouté? On a remplacé le E par un Y, c'est tout. Mais comme dans agreeably, il y a LY, comme toute la série des adjectifs français en able ou en able, visible, visibly, eh bien, il y a des petits malins, des petits locuteurs anglais malins, ce que j'appelle la linguistique populaire, qui se sont dit, ben, écoutez, voilà, pour former l'adverbe, on ajoute LY après l'adjectif, comme on l'a fait pour visibly, pleasantly, agreeably, capably. Pleasantly, justement, c'est un bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Parce que pleasantly, il n'y a pas de LY. Dans l'adjectif pleasant, il n'y a pas de L. Comme dans agreeable, or visible, destructible. Donc voilà nos amis anglais qui ont inventé une formation suffixale de l'adverbe anglais en LY à partir d'une série relativement spécifique qu'ils ont généralisée, c'est-à-dire la série des adjectifs français venant du latin bilis, habilis, en L, E, qui passait en Y, et donc finalement les Anglais, au lieu de mettre un Y à la fin des adjectifs pour former, si on veut, l'adverbe, ça c'était une invention à eux peut-être, ils ont mis du LY, ce qui n'a absolument aucun sens. Donc on a comme ça des T à la fin, des L à la fin, qui alourdissent considérablement la langue anglaise en raison de wrong guess, en raison d'une devinette qui est mal conduite. Alors, est-ce qu'ils devraient changer leur conception de l'adverbe au bout d'autant de siècles d'erreurs? En revanche, quand on prend la façon dont le français a récupéré, emprunté des mots italiens, il me semble, jusqu'à preuve du contraire, que délibérément, il a modifié l'italien pour que ça fasse plus français, pour leur donner un côté plus français. Leonardo devient Léonard, par exemple. Pour donner des tas d'exemples comme ça. On a décidé que les finales en O ou en A n'avaient pas lieu d'être en français quand on voulait adopter un mot italien. Là, il ne s'agit pas de faire une mauvaise devinette à partir de l'italien. Il s'agit de se dire, si le mot si le mot doit exister en français, sous quelle forme serait-il acceptable? À quelles conditions serait-il acceptable? C'est comme s'il disait à quelqu'un, écoutez, vous portez une moustache,
bah, si vous voulez vivre dans notre pays, il faut raser votre moustache. C'est un peu ce qui s'est passé avec les émigrés maghrébins à une certaine époque. Les émigrés maghrébins qui venaient en France savaient qu'il fallait raser la moustache pour être moins voyant dans le paysage culturel français. On ignore souvent les efforts que font certaines populations pour s'intégrer en France, parce qu'on ne sait pas d'où ils viennent. Quand on sait d'où les gens viennent, on s'aperçoit qu'ils ont fait un effort beaucoup plus important qu'on ne le croit. L'intégration des étrangers en France, c'est aussi l'intégration des mots étrangers en France. Et c'est vrai pour n'importe quel pays. Le problème, c'est quand on veut intégrer des éléments étrangers et qu'on ne comprend pas exactement comment fonctionnent ces éléments étrangers. Et qu'on fait des erreurs d'interprétation, comme on vient de donner quelques exemples. Mais là où est le dilemme, et je terminerai là-dessus, c'est qu'effectivement, soit on laisse faire, on dit ben voilà, on fait comme ça, en sachant que ça ne tient pas debout, mais on laisse faire parce qu'on s'est habitué. Ou alors on dit, bah écoutez, il est jamais trop tard pour bien faire.